Zéro et nous en live. Donc bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live avec Mister Yannick Vérité. Juste le temps que vous arriviez. Pourquoi il me dit ah zut, il me dit que je suis là. J'ai oublié de changer. Non, je suis pas avec Leïla, je suis avec Yannick. Où est-ce que je change le texte? Bah non, j'ai mis ça. Je suis bien avec Yannick. Où est-ce que oui, c'est bien moi. Bon, je sais pas. Oui. Donc, je vais juste partager. Zéro et nous en live. Ah, c'est bon. Je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées. Bonsoir Denise. Ah. Si Pierre m'a dit le texte est bon. Ok, bon, le texte est bon. Bonsoir Pierre. Pierre Lapoujac. Ouais, Pierre qui sera aussi au Guerrier Pacific Day. Ouais, tout à fait. Donc, qui parlera de l'éveil de notre planète intérieure. Et yes. Ok, super. Ça marche. Eh bien, bonsoir à tous. Et puis, Yannick, merci. Merci de prendre du temps parce que je sais que on échangeait juste un petit peu avant. Un peu à la bourre parce qu'en fait, pour pas balancer, Yannick était enfermé dehors. Mais tu vois, ça se passe donc, bien. Il était dans son jardin. J'étais derrière la fenêtre, là, sur mon téléphone. Donc, du coup, donc voilà, on a quand même... C'est ça, il était à la porte. Sa femme l'a mis à la porte parce que tu étais pas sage. C'est ça, tu vois. Elle m'a puni. Mais heureusement, dans le jardin, on n'est pas obligé de mettre le masque. Bonsoir Paulette, bonsoir Dani. Ouais, voilà. Bon, justement, on en parlait, voilà, comme ça fait l'intro. Donc, en fait, je t'ai proposé de faire pour plusieurs raisons. Entre autres, peut-être que vous le savez, Yannick fera partie des intervenants du Guerrier Pacific Day, donc qui aura lieu à Paris le 28 novembre. Et donc, tu vas intervenir sur installer la paix en soi. Et justement, on était en train, tu parlais du masque, et justement, c'est un sujet. Notre sujet, juste avant qu'on lance le direct, c'était notamment que fait-on par rapport au masque obligatoire dans la salle ou pas. Et puis tu me disais que, et moi en tout cas, je te disais que peu importe, j'allais dire, les conditions que je devrais, entre guillemets, respecter, je maintiendrai cet événement qui pour moi est un acte même si ça peut choquer, mais c'est pas grave, j'assume, un acte de résistance par rapport à ce qui se passe. Et que pour moi, en tout cas, tout est fait aujourd'hui pour, comme tu le disais, on est d'accord tous les deux, pour nous désunir, pour nous séparer, pour nous autoconfiner. Et justement, moi, cet événement, il est d'autant plus important pour moi de le maintenir avec ou sans masque. Parce que pour moi c'est important et je pense qu'on va en parler ce soir justement de continuer de se rencontrer, d'échanger, de se rencontrer en physique parce que justement on va parler aussi, j'imagine, d'énergie ce soir et l'énergie n'est pas la même en présentiel que à travers un écran. Et aujourd'hui, moi je vois tous mes collègues, tous mes confrères qui basculent dans des sommets en ligne. Moi, je ne veux pas. Peut-être que je le ferai, mais indépendamment de ce qui se passe. Et en tout cas, je veux pas baisser les bras et je maintiendrai cet événement. Et donc, toutes les personnes qui seront là à cet événement, je pense que ça va être d'autant plus fort parce qu'on a bien l'intention d'envoyer la sauce. Je suis bien d'accord avec toi, il faut faire de la résistance pacifique. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'avais un séminaire ce week-end sur Paris. Eh bien, le Novotel était content de me voir parce que tous les événements avaient été annulés. Mais moi, je dis non, je continue à faire cet événement, même avec le masque, etc. Et les gens ont tous joué le jeu et c'était génial. Et on a passé
des super moments. Parce que comme tu le disais, en tout cas, même si c'est fait ou pas fait exprès, on ne va pas polémiquer là-dessus. La résultante de ce qui se passe actuellement, c'est vrai que, eh bien, il y a une désunion, il y a moins de contact entre les gens et que c'est important de maintenir ces événements. Donc, eh bien, je vous invite vraiment à soutenir Mayline dans son bel événement qu'elle organise et inscrivez-vous pour venir et soutenir cette belle initiative. C'est pour ça que même s'il faut prendre le train, et je prends le train, et qu'il faut mettre le masque, et je l'ai fait ce week-end, hein, eh bien, je le fais très volontiers pour venir soutenir ton événement. Tu m'entends? Merci. Et je te disais, j'étais touchée aussi par... ouais, en tout cas, on est en décalage entre le moment où moi je parle et au moment où apparemment tu m'entends, il y a un petit décalage. Mais en tout cas, oui, ce qu'on disait, c'est que j'étais vraiment touchée par votre engagement à tous. Voilà. Et Virginie, justement, qui va venir de Belgique, Virginie Lomel, qui va nous faire danser sur les 4 éléments, m'a dit l'autre jour, elle m'a dit, non mais Mylan, même, comment elle m'a dit, même en marche arrière, je viens, même en rampant, je viendrai à Paris. Elle me dit, personne n'empêchera de venir à Paris. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Ouais, et donc, voilà, franchement, ça fait chaud. Je sais que Jason, Pierre, Hélène, enfin, tous les intervenants, enfin, en tout cas, la plupart, en tout cas, sont aussi de cet avis-là. Et voilà, pour moi, c'était aussi important des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que moi, qui ont cette même envie, les mêmes valeurs, les mêmes convictions que moi par rapport à ça. Et justement, je parlais de l'énergie qui n'était pas la même. Toi, qui est quand même... alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu vas peut-être te présenter, mais donc, toi, ta spécialité, c'est quand même la bioénergie quantique, donc une méthode que tu as inventée. Et justement, est-ce que tu aurais quelque chose à dire, notamment sur la notion d'énergie, justement, à travers un écran ou en présentiel? Pour toi, c'est quoi la différence? Alors, l'énergie, en fait, elle n'a pas de limite. Cette énergie, on peut vraiment la sentir à distance, puisque moi, quand je fais une consultation, que les praticiens que je forme font une consultation, cette énergie, ils peuvent la sentir que la personne soit en Australie, en Afrique, au Japon, puisqu'on a des consultations de partout dans le monde, on peut tout à fait sentir cette énergie, même à travers un écran. Néanmoins, c'est évident qu'on en profite davantage quand on est en présentiel. Ça, c'est évident. L'énergie, c'est quelque chose qui se mesure, hein, et on a vraiment senti dans ce confinement, bien entendu, on ne va pas passer la soirée là-dessus, mais quand ça a été confiné au tout début, qu'il y a eu cette vague de peur qui est arrivée, on sentait très très bien cet inconscient collectif, donc l'énergie de cet inconscient collectif qui était très lourde. Parce que moi, quand il m'est arrivé de rentrer dans un supermarché, j'avais l'impression qu'il y avait un bloc comme ça qui me tombait sur la tête, tellement que c'était lourd. Donc il s'est quelque peu allégé cet inconscient collectif, parce que la peur, on s'y habitue aussi. Mais néanmoins, il reste là. Et je pense que c'est important d'alimenter d'autres égrégores que la peur, notamment l'égrégore du partage, l'égrégore de la joie, l'égrégore de l'évolution, de la croissance personnelle, et pas se laisser prendre par nos peurs, bien entendu. Donc c'est chouette que tu maintiennes cet événement en présentiel, parce que effectivement, quand on est en présentiel, on partage quand même beaucoup plus de choses. On n'est pas derrière son écran. Et ouais, justement, c'est quoi, comment tu décrirais cette différence? Parce que moi, par exemple, c'est vrai que j'aurais du mal à expliquer, mais en même temps, je me dis peut-être que j'essaie d'expliquer un truc que tout le monde ressent, que l'énergie en présence, oui, l'énergie, je veux dire, elle n'a pas de limite. Et en même temps, quand même, il y a quelque chose qui passe en présentiel qui passe pas à travers un écran. Enfin, moi, je sais que pour là, avoir été en stage moi-même en tant que stagiaire il y a 2 semaines, je veux dire, j'aurais eu le même contenu via une formation en ligne, mais ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. Mais je ne saurais pas l'expliquer, en fait. En tout cas, je pense que j'ai reçu quelque chose que je n'aurais pas pu recevoir à travers un écran. C'est évident. Pourquoi? Parce qu'il y a la connexion au groupe. C'est ce que je disais, il y a l'égrégore d'un groupe. Quand on est dans un partage, il y a l'égrégore d'un groupe. D'accord? Donc, il y a effectivement ce process que l'énergie n'a pas de limite. Et dans ce sens que, par exemple, on peut sentir quand on passe à quelqu'un à des milliers de kilomètres
si la personne, elle est bien ou elle n'est pas bien. Elle est en souci ou elle n'est pas en souci. Elle est en détresse ou elle n'est pas en détresse. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous fait l'expérience de ça à un moment donné de notre vie, où on a tous pensé à quelqu'un en se disant, mais, oh là, mais je sens qu'elle n'est pas bien, cette personne-là, ou je sens que c'était quelqu'un de la famille ou un ami, et il s'avère qu'on a eu l'information que la personne n'était pas bien. Donc, cette énergie, je dirais, elle n'a pas de limite. Mais comme je l'ai dit, je me répète, c'est vrai que quand on est en présentiel, on est connecté, je dirais, à l'égrégore qui est présent quand on fait un séminaire, un stage, une conférence. On est davantage baigné dedans. On est davantage baigné dedans. C'est vrai qu'il y a un petit décalage sur la voix. Ouais. Je sais ce que vous entendez bien, Yannick. J'ai l'impression que des fois, le son est un peu plus bas et juste, voilà, juste pour nous confirmer. Et du coup, je fais la transition aussi avec le thème de ce soir. D'ailleurs, j'ai une autre question justement. J'ai eu une petite remarque intéressante et j'aimerais bien avoir ton avis. Le titre en tout cas que moi j'ai annoncé, c'est comment élever son taux vibratoire en temps troublé. Et il y a une personne qui m'a fait une remarque qui me disait que le mot taux, en fait, le gênait parce que pour lui, le mot taux vibratoire sous-entendait qu'il y avait un pourcentage et donc qu'il y avait un maximum. Moi, je trouve que ça serait plus approprié de parler de niveau vibratoire plutôt que de taux vibratoire. Donc, je te pose la question. Je me suis dit, c'est une remarque intéressante. Je vais la poser à Yannick. Donc, qu'est-ce que toi, tu penses du terme taux vibratoire? Moi, spontanément, ça me paraît être un terme courant. Oui, c'est un terme qui est utilisé depuis toujours par les radiesthésistes, d'accord? Après, je pense que voilà, c'est une histoire de langage, il ne faut pas s'arrêter à ça. Est-ce que la notion de taux a une limite? Je ne sais pas. En tout cas, l'humain, lui, dans sa matérialité, est limité dans son taux vibratoire. C'est-à-dire que quand on parle de taux vibratoire, c'est un raccourci. C'est un raccourci pour dire qu'en fait, il y a plusieurs taux vibratoires, il y a plusieurs fréquences. On a la fréquence physique, qui est, je dirais, la capacité de notre corps à être en forme ou pas en forme, d'accord? C'est sûr que si on prend quelqu'un qui est anémié, par exemple, et qu'on prend un joueur de rugbyman, ils n'ont pas du tout la même fréquence physique, d'accord? Ils n'ont pas le même niveau vibratoire dans le corps. Mais il y a aussi la fréquence mentale, il y a aussi la fréquence de nos pensées. Je prends cette personne qui, par exemple, est anémiée et n'a que des fréquences, n'a que des pensées de lumière, n'a que des pensées positives. Et ce rugbyman qui est peut-être, je ne sais pas, je veux dire n'importe quoi, qui est dépressif, la fréquence des pensées, la fréquence mentale n'est pas la même. Je reprends l'exemple de cette personne qui a des soucis de santé et qui a une ouverture spirituelle. Elle a une fréquence spirituelle qui est très élevée peut-être, alors que le rugbyman ne s'intéresse pas du tout à la spiritualité. Je ne dis pas le rugbyman en général, ne me fais pas dire ça, j'ai pris un exemple au hasard. Ça pourrait être, j'avais dans l'idée quelqu'un de trapu, de fort, qui a une consistance au niveau de son corps, tout simplement. Et en fait, le taux vibratoire, c'est comme si on faisait une moyenne de tout ça. Donc pour moi, le taux vibratoire, il ne veut pas dire grand-chose. Parce que vous pouvez être super en forme physiquement, mais ne pas avoir, je dirais, une élévation de vos pensées, une élévation une élévation spirituelle, alors que vous pouvez avoir une santé faible, et pour autant, vous êtes quelqu'un qui est plein de joie, qui est plein d'amour. Donc quelque part, le taux vibratoire, ou le niveau vibratoire, ça ne veut pas dire grand-chose si c'est résumé, mais c'est une convention chez les radiesthésistes ou tous les gens qui parlent en énergétique de parler de taux vibratoire. Personnellement, moi, je ne mesure jamais le taux vibratoire de quelqu'un. Et je ne dis jamais à quelqu'un son niveau vibratoire, ce qu'il est. Pourquoi? Parce que l'ego va s'en emparer, en fait, et va se comparer soit à une personne, va se dire « Ah ouais, mon taux vibratoire, il est super. Donc, il faut que je l'élève. » Alors, ça peut être un facteur aussi pour commencer à travailler sur soi, d'accord? Mais souvent, moi, je me suis aperçu dans les stages, par exemple, quand on nous faisait calculer notre taux vibratoire, quand j'étais au début de mon parcours énergétique, eh bien, il comparait les personnes. Ah ouais, tu es à combien, toi? Ben moi, je suis à toi, tu es à combien?
Ah, moi, je suis à temps. Waouh, mon taux vibratoire, finalement, il est Mm. pas mal parce que je suis au-dessus de vous. Il y avait toujours une notion de comparaison. L'ego aime bien ça. Il aime bien se comparer et se dire, ben moi, je suis inférieur ou je suis supérieur, etc. Donc, c'est quelque chose que je calcule jamais. C'est quelque chose que j'estime quand je fais une canalisation ou un scan chez quelqu'un. Mais je ne vais pas dire à cette personne, vous avez un taux de, je ne sais pas moi, 10 000 unités bovis ou 100 000 unités bovis, parce que là aussi, les radiesthésistes ne sont pas d'accord. Il y en a qui calculent avec une échelle et il y en a qui calculent avec une autre échelle. Donc, comment s'y retrouver quand on n'a pas la même échelle de valeur comme ceci? Donc, c'est pour ça que je ne calcule pas le niveau ou le taux vibratoire. Ça existe, j'en prends, je dirais, j'en prends note et je travaille dessus, mais sans ramener à la conscience à la personne en disant, voilà, vous avez un taux vibratoire de quelqu'un de malade, vous avez un taux vibratoire de quelqu'un qui est super spirituel. Ça peut être récupéré par l'ego et ça peut être contre-productif. C'est ma vision. Je ne dis pas Et que est-ce j'ai que raison. Ouais. Du coup, ça veut dire aussi que le taux vibratoire, il est pas, il évolue et il change finalement à chaque instant, et qu'à l'instant T, c'est notre taux vibratoire à ce moment-là, et que demain, il peut évoluer. Et de ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que en plus, il n'est pas forcément progressif. C'est-à-dire que notre taux vibratoire peut aussi diminuer selon notre état d'esprit, notre état de santé. C'est un peu notre rayonnement intérieur, en fait, Tout à fait. Tout à globalement, fait. non? Donc, il n'est pas constant parce que effectivement, et c'est pareil, je dis, comme je disais, le fait de parler d'un taux vibratoire comme ceci, c'est un peu tronqué parce que ça ne prend pas en compte toutes les dimensions. Il est évident que si je suis malade, j'attrape la grippe par exemple, le taux vibratoire physique va diminuer. Pour autant, mon taux vibratoire spirituel, lui, ne bouge pas, puisque la grippe ne m'a pas influé sur mon ouverture spirituelle ou sur mes pensées. Et en fait, avec l'âge, qu'est-ce qui se passe? Le taux vibratoire du corps physique diminue, on le voit bien. Plus on avance dans l'âge, ben, quelque part, entre guillemets, moins on peut faire de choses, plus on avance vers un âge avancé. Par contre, ce qui doit se passer, c'est que le taux vibratoire spirituel, mental, émotionnel, lui, évolue. Pourquoi? Parce qu'on a de la maturité. On prend de la maturité. On est normalement moins soumis à certaines peurs, bien que, bien que. Mais si on travaille sur soi, eh bien normalement, notre taux vibratoire spirituel, notre fréquence spirituelle, je vais parler plutôt comme ça, mentale, émotionnelle, doit évoluer. Bien, elle doit, je ne dis pas, elle évolue. Parce que pour qu'elle puisse évoluer, eh bien, il faut acter. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Ça ne se fait pas naturellement comme ça. Pourquoi? Parce qu'on voit plein de personnes âgées qui sont prises par les regrets, par la peur de la mort, par plein de choses qui va descendre leur fréquence mentale et spirituelle. Mais normalement, je dis bien, la vieillir, c'est accepter que la fréquence de notre corps physique petit à petit diminue, même si on peut faire plein de choses pour l'entretenir et ralentir cette diminution. Mais il est évident qu'à 80 ans, on peut faire moins de choses qu'à 40. Par contre, en travaillant sur soi, la fréquence mentale, spirituelle, émotionnelle doit évoluer. Ce qui fait qu'en fait, notre taux vibratoire, même si notre corps physique diminue, je dirais, dans sa vitalité, peut continuer à évoluer, bien entendu. Et il doit continuer à évoluer. Et du coup, ça veut dire que, parce que moi, la première, je me suis amusée avec mon petit pendule, mon Eh petit oui, cadran, en eh disant, oui, ah, j'ai monté, ah, je suis à 30 000, ben ah, oui. je suis à 70 000, ah, purée, je suis à 1 million. Et puis, mais en fait, finalement, je ne sais même pas ce que je mesure, parce qu'en fait, Non, quand on fait ça avec le non. cadran, en fait, je ne sais pas si je mesure mon taux vibratoire physique, mental, émotionnel, spirituel, je ne sais pas, en fait. Et puis déjà, c'est difficile de se mesurer soi. Pourquoi? Parce que la neutralité, c'est difficile de l'avoir pour soi, déjà. Moi, c'est ce que j'enseigne à mon école. C'est toujours plus facile de se faire tester par quelqu'un. Pourquoi? Parce que l'ego, quelque part, il s'en empare. Et lui, il aime bien trouver des trucs géniaux. Il aime bien, ah ouais, mon taux, il évolue, Quand ça monte, quoi, etc., même à droite. etc. Et oui, c'est l'ego qui veut ça. Pourquoi? Parce que notre être intérieur, Bah, il s'en fout de savoir où il est, lui. Ce qui l'intéresse, c'est d'expérimenter, c'est pas de savoir où il en est de notre taux vibratoire. C'est notre mental qui a besoin de ça, en fait.
Et c'est pour ça que je ne m'intéresse jamais à calculer le taux vibratoire. Beaucoup de personnes, moi, dans mes stages, me disent, est-ce que tu peux me calculer mon taux vibratoire? Mais on s'en fout. C'est toi, comment tu te sens dans ton corps? Comment tu te sens dans ton énergie? Comment tu te sens dans tes pensées? Comment tu te sens dans ton ouverture au monde, dans ta joie intérieure? C'est ça qui compte. C'est pas ce qu'on va trouver sur un abac. Un abac, c'est une planche sur laquelle on peut tester son niveau vibratoire. C'est pas ça qui compte. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir si on est à 10 000, à 15 000, à 100 000, à 1 million? Moi, ça fait longtemps que je teste plus ça. Je faisais ça au début parce que je l'ai appris. Mais je me suis vite aperçu que c'était l'ego qui voulait tester ça. Et qu'en fait, c'est plus important de savoir comment on se sent là, à l'instant présent. Est-ce qu'on se sent en paix? Est-ce qu'on se sent frustré? Est-ce qu'on se sent en colère? Est-ce qu'on se sent apeuré? Est-ce qu'on se sent angoissé? Et là, je dirais, on n'a même pas besoin de son niveau vibratoire. Pourquoi? Parce qu'on sait dans quel état on est. Et si on est angoissé, on est apeuré, on est en colère, eh bien, ça limite notre taux vibratoire. C'est une évidence. Donc moi, je serais plus partisan de, OK, en cet instant-là, comment tu te sens? Comment tu te sens dans ton corps, dans ton énergie? Est-ce que tu sens que tu rayonnes? Est-ce que tu as des douleurs de partout? Est-ce que tu as mal à la tête? Est-ce que tu sens que ton corps, il est acidifié? Parce que tout ça, ça joue, bien entendu. Du coup, il y a une question de Denise qui dit, est-ce que si on est fatigué, est-ce que ça veut dire que notre taux vibratoire est bas ou est-ce que ça n'a rien à voir? Alors, la fréquence physique est basse. Voilà. La fréquence mentale va suivre aussi. Pourquoi? Parce que quand on est fatigué, eh bien, généralement, on est frustré de ne pas pouvoir faire des choses. Donc, au niveau mental, qu'est-ce qui va arriver comme pensée? Je ne peux pas faire ça, j'arrive pas à faire ça, j'ai pas assez d'énergie pour ça. Donc, on peut être en colère contre soi, on peut avoir de la frustration, on peut se sentir impuissant. Et tout ça, c'est des états d'être, c'est des émotions qui font qu'effectivement, notre fréquence mentale va baisser. Pour autant, ça ne vous enlève pas peut-être de la foi dans la vie, puisque l'ouverture spirituelle, la fréquence spirituelle, c'est ça, c'est savoir que quoi qu'il se passe, eh bien le meilleur va se passer pour nous, même si c'est difficile. Donc pour autant, votre fréquence spirituelle ne descend pas, ce qui fait que même si la fréquence mentale, physique diminue, si la fréquence spirituelle reste, il ne va pas y avoir une faible baisse de notre taux vibratoire. Sauf quand on a une pathologie, je dirais, qui s'installe. Là, on n'est plus dans un cas de fatigue, on est vraiment dans un terrain qui fait que la pathologie s'installant, on voit vraiment que la fréquence, le taux vibratoire, au niveau vibratoire descend et n'arrive plus à remonter. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut regarder, c'est ça fait combien de temps que je suis dans cet état-là? Si ça fait une semaine parce que je suis grippé, parce que je suis fatigué, parce que j'ai trop de boulot et je me repose, ça remonte, c'est une chose. Si je suis tout le temps fatigué, si je suis tout le temps malade et que ça ne remonte pas, ça c'est autre chose. Et j'avais aussi une autre question d'une personne, là, quand j'ai annoncé le live de mémoire, il me semble que c'est Brigitte, qui demandait, bon, j'ai ma petite idée de la réponse, quelles sont les conditions et les émotions qui font chuter notre taux vibratoire? Enfin, est-ce qu'il y a des conditions et des émotions qui font chuter notre taux vibratoire? Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Bien entendu. La peur? Toutes les émotions, par exemple, dites, je dis bien dites, négatives, mais qui en fait ne sont pas. Il n'y a pas d'émotions négatives en fait. Il y a des émotions agréables à vivre et des émotions pas agréables à vivre. En fait, quand on est dans la peur, dans la colère, dans la frustration, dans la culpabilité, dans la honte, c'est des émotions qu'on appelle lourdes. On les dit négatives parce qu'elles ne sont pas agréables à vivre. Mais elles ont une intelligence, ces émotions-là, parce qu'elles nous montrent que nous avons des perceptions erronées. Et effectivement, ces émotions-là descendent notre niveau vibratoire. Ça, c'est une évidence. Si vous êtes tout le temps en colère, qu'est-ce que vous allez irradier? Vous allez irradier une énergie qui va être piquante, qui va être irritante, qui va être électrique. Et les personnes, ça, le ressentent. Et elles ne vont pas chercher votre contact. Elles ne vont pas chercher votre contact. Donc, le niveau vibratoire, il est plus bas, mais la fréquence que nous émanons et que nous partageons avec les autres, elle est, je dirais, désagréable. Et on a plus de facilité à aller vers quelqu'un qui est dans la joie, qui est dans le train, que quelqu'un qui est toujours en colère, bien entendu.
Donc, toutes les émotions dites négatives baissent notre fréquence, et une qui est pas mal dans le peloton, c'est effectivement la peur. Bien entendu, la peur. Et là, actuellement, eh bien, on a un super terrain d'expérimentation pour voir effectivement qu'est-ce qu'on fait de notre taux vibratoire. Est-ce qu'on se laisse, je dirais, emporter par la peur, et effectivement notre taux vibratoire eh bien, diminue, notre niveau, notre fréquence, d'accord? Ou est-ce que malgré ce qui se passe, eh bien, on arrive à rester aligné et à continuer à vibrer la paix, la sérénité, la confiance. Voilà. Parce que c'est toujours facile, je dirais entre guillemets, et le mot facile n'est pas le mieux utilisé, mais c'est plus facile quand l'environnement, je dirais, est adéquat, de vibrer une énergie de paix, de tranquillité, de calme. C'est justement la vie, elle nous met au défi de dire, ok, est-ce que tu arrives à cultiver, est-ce que tu arrives à entretenir cette énergie-là, même si à l'extérieur, eh bien, il y a un climat insécurisant, il y a un climat où on sent une partie de nous, je dis bien une partie de nous, sans qu'on nous prive de notre liberté, d'accord? Parce qu'il y a une partie de nous qui ne se sent pas privée de cette liberté, voilà. Mais c'est vrai que le mental, lui, ça vient le bousculer. Et donc, comment on fait pour être aligné, justement, cultiver cette sérénité malgré la tempête, justement? Et j'ai une question aussi d'Yveline qui dit, quand on est entouré de personnes négatives, est-ce que notre taux vibratoire ne diminue pas? Bah, je pense que si. Mais du coup, comment justement on fait pour rester j'allais dire, à une fréquence élevée malgré les conditions extérieures? Petite astuce du jour. C'est vrai que c'est un défi, c'est un challenge. C'est pas quelque chose qui vient naturellement comme ça. Ça va demander de garder un cap. Déjà, mentalement, de concevoir que, quelle que soit la tempête, eh bien, que ce soit un ouragan, un gros orage, ben, à un moment donné, le soleil y revient. Donc, c'est vraiment garder le cap mentalement en se disant, ok, là, je suis bousculé, il y a la tempête, mais à un moment donné, ça va se calmer, le calme va revenir. Il faut vraiment garder ça en ligne de mire. Après, on ne sait pas le temps, combien ça va durer, c'est évident. Est-ce que c'est quelques mois? Est-ce que c'est des années? Mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, ça va s'arrêter. C'est évident. Pourquoi? Parce que la vie, elle est mue par des cycles. Il n'y a rien qui est linéaire. C'est que des cycles. Tout le temps. Dans l'histoire, ça a toujours fait des cycles. Et donc, après des hauts, il y a des bas. Ça, c'est logique. Donc, c'est arriver à se dissocier de l'extérieur. Et pour arriver à se dissocier de l'extérieur, il faut se couper. Déjà, la première astuce, c'est déjà se couper de, je dirais, des sources d'informations qui vont entretenir eh bien, cette idée de peur, cette émotion de peur, cette émotion de frayeur. Donc, moi, je l'ai vu dans mon entourage, des personnes qui étaient 24 heures sur 24 sur BFM TV. Eh bien, très rapidement, je me suis aperçu qu'il y avait un changement émotionnel et mental chez ces personnes-là, et elles étaient prises par la peur. Donc, c'est sûr que si vous êtes tout le temps devant votre télé en train d'écouter ce que disent les médias, et les médias, leur rôle, c'est quoi? Eh bien, c'est de semer la peur. C'est comme ça qu'ils fascinent, en fait. Vous vous rendez compte que dans les médias, il y a très peu de bonnes nouvelles. La plupart du temps, c'est pour vous annoncer des catastrophes. Donc, je ne dis pas qu'il faut se couper de tout et être au courant de rien, c'est pas ce fait-là, mais il y a une différence entre, ok, je sais qu'il se passe ça, et puis je sais que dans ma ville, eh bien, il y a telle interdiction, et le fait de regarder ça sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il y a des personnes qui s'abreuvent à ça. Et comment maintenir son taux vibratoire, sa fréquence vibratoire élevée, si on est tout le temps sur eh bien, ces médias qui entretiennent la peur, bien entendu, c'est impossible. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est revenir à soi. En tout cas, ce que tu... Oui. Ouais. Oui. Oui, mais justement, j'allais dire, en fait, ce dont tu parles, c'est vraiment de quoi on se nourrit et de quoi on s'entoure. Et donc, déjà, c'est de quoi on se nourrit. Et ça, je petit clin d'œil à Pierre, qui est, je ne sais pas s'il est encore là, qui parle notamment d'intelligence nutritionnelle, de microbiote, et puis justement d'écouter ses tripes et de nourrir, cultiver, d'éveiller sa planète intérieure. Et c'est déjà de quoi on se nourrit, au-delà de la nourriture alimentaire, de l'alimentation. C'est qu'on se nourrit, comme tu dis, de quelles informations on se nourrit. Et pour rebondir aussi sur la question d'Yveline, c'est par rapport à notre entourage. Il y a des personnes qui sont
dont l'énergie, j'ai plutôt parlé d'énergie, et j'imagine, enfin, toxique. Et en tout cas, de toute façon, on sent bien dans notre corps les personnes qui nous font du bien et les personnes où juste on a envie de prendre la tangente à leur contact, parce qu'on sent que même dans les conversations, c'est quelle conversation on alimente, quelle conversation on écoute, de quoi on se nourrit. C'est en général, en fait, pour compléter ton premier point. C'est vrai qu'il y a souvent cette demande, moi, dans mes conférences, dans mes formations, dans mes stages, de personnes qui me disent, mais voilà, je suis avec quelqu'un qui est tout le temps négatif, qui me tire toujours vers le bas, qui voit que les choses négatives. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Et c'est vrai que c'est pas du tout évident de garder son cap quand à côté de vous, il y a une personne qui voit toujours le verre à moitié vide, alors que vous, vous efforcez de le voir à moitié plein. La dernière chose à faire, c'est d'essayer de persuader la personne. Parce que beaucoup de personnes veulent essayer de changer l'autre en essayant de le persuader. Et ça, c'est de l'énergie perdue. C'est l'énergie perdue. Et c'est l'ego qui veut faire changer l'autre. C'est l'ego qui a envie que l'autre pense comme nous. Et en fait, moi je dis toujours, mais cette personne-là, vous l'avez choisie. Elle me dit, oui, mais ce n'était pas marqué sur le front qu'il était négatif. Il y a une partie de vous qui savait qu'il était comme ça. Donc pourquoi, quelque part, vous l'avez invité dans votre réalité? Que ce soit vos parents, que ce soit votre mari, que ce soit des amis, vous les invitez dans votre réalité, puisqu'on choisit ses parents. Eh bien, c'est un défi, c'est un challenge pour savoir comment nous, on se positionne par rapport à ça, justement. Alors, je ne dis pas que c'est toujours gagné, je ne dis pas que c'est toujours facile, d'accord? Mais c'est qu'est-ce que je choisis, moi, de vibrer, malgré cette pollution-là qui est à côté de moi. C'est très facile de se mettre en méditation quand vous êtes dans un jardin zen, avec des oiseaux, qu'il n'y a pas un bruit, etc. C'est beaucoup plus difficile, mais c'est là que ça devient intéressant, de vous mettre en méditation dans le métro, par exemple, ou dans la rue, et de marcher dans cet état méditatif. Là, ça devient un véritable challenge. Et en fait, c'est ce qui nous est demandé, c'est de garder notre centrage, notre alignement avec nos valeurs, avec ce qui nous anime profondément, malgré qu'il y ait des personnes qui soient négatives autour. Alors, je ne dis pas qu'il faut rester avec ces personnes-là, mais la fuite n'est pas non plus la bonne solution. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous avez des parents qui sont, je dirais, qui sont négatifs, qui à chaque fois que vous allez voir, ils vous descendent, etc. Bien sûr qu'on peut fuir. Et on n'a pas obligation non plus, je dirais, de rester en relation avec un de toxique. Par contre, cette personne qui est votre mère, votre père, votre conjoint, vos enfants, votre femme, eh bien, on peut rester en lien intérieurement, c'est-à-dire ma lumière que j'ai reconnaît cette lumière en cette personne, même si cette lumière, on ne la voit pas trop pour certaines personnes, mais en tout cas, elle y est, et je peux ne pas garder la relation. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on me pose très souvent. Alors, je n'ai pas de réponse toute faite, je n'ai pas de généralité, parce que chaque cas, en fait, est particulier. Pourquoi? Parce que nous, quand on reste aligné, eh bien, à ce contact de cette lumière qu'on veut irradier, de ce qui est important pour nous, il y a des personnes qui peuvent changer, qui sont autour de nous. À côté de ça, il y en a qui ne veulent pas changer. Et notre attitude ne sera pas la même en fonction du contexte. Par contre, comme je l'ai dit, la dernière chose à faire, c'est de vouloir changer l'autre. Ça, c'est peine perdue. C'est notre ego qui veut ça. Et c'est là où il y a le plus, je dirais, d'imprégnation négative. C'est là où on va quelque part se faire polluer par la personne. Ensuite, c'est la capacité à se positionner. Et moi, c'est ce que j'enseigne dans ma formation. C'est cette capacité à se positionner, non pas en se protégeant, parce que ça, c'est pareil. Si vous protégez d'une énergie négative, dite négative, du moins qui va vous polluer, eh bien, c'est que vous en avez peur. Et cette peur, elle est plus forte que l'énergie extérieure. Et donc, en fait, vous ouvrez une porte. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui portent des gris-gris, des talismans, des orgonites, etc. Parce qu'elles se disent, il ne faut pas que je me fasse polluer. D'accord? Moi, j'ai vu des thérapeutes qui venaient me voir. Ils avaient 10 pierres dans chaque poche. Parce que telle pierre était pour empêcher ça. Telle pierre était pour empêcher ça.
Mais c'était pas possible. On peut pas vivre comme ça. Moi, je sais que si je vais dans le métro, je me fais pas polluer par l'énergie extérieure. Pourquoi? Parce que je me mets dans mon centre. Vraiment, je me mets dans mon centre. Là, pas dans ma bulle. Je viens dans mon centre. C'est-à-dire, je viens vraiment dans le bas de mon ventre, dans mon premier chakra. D'accord? Et je suis dans mon énergie. Et quand je suis dans mon énergie, c'est-à-dire vraiment connecté à ce que je suis, eh bien, l'énergie extérieure ne peut pas venir. C'est comme s'il y avait un sas, mais je n'ai pas besoin de me protéger. C'est vraiment cette énergie-là, quelque part, on peut lui dire stop, tu restes à l'extérieur. Et quand on est dans sa puissance, c'est ce que j'apprends dans les masterclass, quand on est dans sa puissance, qu'on est dans son centre, c'est comme si on appuyait sur un bouton off, et ce bouton off dit à l'autre, sans qu'on puisse le verbaliser, sans qu'on ait à le verbaliser, tu ne rentres pas dans mon énergie. Là, c'est ma zone d'énergie, c'est ma zone vitale. Tu ne rentres pas là-dedans avec ton énergie envahissante, avec ton énergie de victimisation, avec ton énergie de plaintif, avec ton énergie de jugeant, de critiqueur. Tu ne rentres pas. Mais ça, c'est un positionnement intérieur. Ce n'est pas une lutte contre l'énergie de l'autre. Ce n'est pas un désir de le changer. C'est un positionnement à mon centre. Je suis connecté à ce qui est important pour moi. Je suis connecté à mon énergie. Et l'autre, off. Mais il n'y a même pas besoin de le dire. Hein. L'autre va le sentir. Ouais. Comment parce que là, j'imagine, il y a des personnes qui peuvent se poser la question. Est-ce que, en fait, c'est juste poser l'intention, ou moi, il me semble que c'est un peu plus profond que ça. C'est que c'est pas juste poser l'intention de se protéger, c'est toi, quelles sont peut-être des petites clés que tu peux partager qui permettent vraiment de se reconnecter à son centre, de revenir dans son centre, dans cet espace, justement, qui est, je veux dire, inébranlable d'une certaine façon, vraiment rentrer dans cette stabilité de la montagne, comme j'aime bien dire. Comment tu accèdes à cet espace? Je te parle pour voir de l'intention, ou il y a quand même des pratiques qui t'ont permis aujourd'hui d'avoir cette stabilité intérieure? Alors, effectivement, l'intention est nécessaire, mais elle ne suffit pas. Moi, j'ai constaté ça en tant que formateur. Quand je rentrais dans la salle et que je voulais faire taire la salle, par exemple, où j'avais une clochette, où j'ai levé la voix, et puis il y avait toujours des personnes qui continuaient à faire ce qu'elles voulaient faire, etc. Et il fallait que j'aille la voix plus fort. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ça c'était il y a quelques années, je me suis dit, mais c'est pas logique ça. Je vais me mettre dans mon centre, donc je vais vous dire comment on fait. Et à partir du moment où j'étais dans mon centre, dans ma paix, dans mon calme intérieur, je me suis aperçu qu'automatiquement, tous les élèves s'arrêtaient de parler. Je n'avais même pas besoin de leur dire d'arrêter de parler, en fait. Ça se faisait automatiquement. Ça, j'ai pu l'expérimenter. Vous avez des personnes qui élèvent la voix, qui se disputent, vous êtes à côté d'elles, vous posez dans votre centre, ça va baisser l'ambiance, les gens vont se calmer automatiquement parce que vous allez irradier autre chose. Donc la première chose, c'est ne pas vouloir se protéger contre. Si je me protège contre, c'est que j'ai peur. Et là, je suis là en disant non, ne m'envahis pas. C'est différent ce que je vous propose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un travail respiratoire, en fait. C'est un travail respiratoire qui permet de descendre dans son centre. C'est vraiment un travail sur l'expiration et dans le fait, sur cette expiration, de sentir cette énergie qui descend, en fait. Plutôt que l'énergie, elle est là dans la pensée, ou si elle est là dans l'émotivité, il faut la descendre pour être dans son corps, tout simplement. C'est ce que proposent tout simplement tous les arts martiaux, par exemple. Sans aller dans le combat, mais qu'est-ce qu'on fait dans les arts martiaux? On descend dans son centre, dans le tai chi, dans le qigong, dans le karaté, dans le kung fu, dans le hara. On descend dans ce hara. C'est quelque chose qui est su depuis des milliers d'années, ça. Et donc, le fait de faire ça va faire que si en plus, mentalement, vous dites off, l'énergie de l'autre ne vient pas m'envahir, non pas parce que je m'en protège, mais parce que moi, là, ici, c'est ma zone vitale, et je suis tellement dans mon centre que cette énergie ne peut même pas rentrer. Eh bien, cette énergie, elle ne rentre pas. Et moi, je l'ai eu fait, c'est ce que je fais dans mes masters, je montre au niveau des champs énergétiques comment on peut arriver à faire ça, sans parler. Les gens sont toujours bluffés, quoi. Parce qu'effectivement, on a une puissance dans notre hara qu'on n'a pas quand on est placé dans notre tête ou dans un autre endroit du corps. Donc, c'est pour répondre à cette question de c'est là où est notre comment se protéger. Forme de gravité. Tout à fait. Ouais. Et du coup, question intéressante de Pierre,
pour toi, il dit c'est plutôt ne pas laisser entrer l'énergie négative ou au contraire se laisser traverser. Dans le sens où, est-ce que c'est un peu comme une parade, comme un peu une bulle de protection, ou au contraire, en tout cas, je crois que c'est plutôt l'approche de Pierre, en tout cas son expérience, c'est au contraire en fait, de te laisser traverser pour pas finalement être impacté, mais que ça, hop, ça nous traverse et finalement, ça passe, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, bien sûr. Moi, c'est ce que je fais faire comme exercice dans ma formation énormément. Moi, je propose aux personnes de faire les deux, parce que les deux fonctionnent très, très bien, en fait. Ok. Effectivement, il y a la capacité à se laisser traverser et ne pas prendre cette énergie personnellement, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est je me laisse traverser par la colère de l'autre et j'imagine vraiment qu'elle part derrière et que, pouh, voilà. Ou alors, c'est aussi cette capacité à dire, là, mais sans être dans une bulle, moi, j'irradie mon énergie qui fait que ça fait un écran, mais un écran naturel, en fait. Ça fait vraiment un écran naturel. Comme quand on place un dispositif énergétique qui irradie tellement d'énergie positive, du moins de l'énergie structurée, que l'énergie qui est déstructurée ne peut pas s'y coller dessus, en fait. Donc moi, ce que je montre à mes élèves, c'est qu'on peut expérimenter les deux. Et en fait, on peut jouer avec ces deux choses. Ce qui est intéressant, c'est de jouer avec cette énergie, c'est d'expérimenter. Ce qui est génial avec l'énergie, c'est qu'on peut expérimenter les choses. Et donc, moi, je dis toujours aux personnes, expérimentez, faites des essais. Mais la dernière chose, c'est d'essayer de vous protéger, parce que là, vous vous êtes mu par une énergie de peur. Donc, c'est vrai que moi, c'est devenu tellement naturel par rapport à ça, que je conscientise même plus si je me laisse traverser ou pas. Parce qu'en fait, quand on apprend au corps à faire ça, d'accord, quand on revient dans son corps et qu'on le fait, le corps emprunte cet automatisme, ne nécessite plus d'être conscient qu'on le fait, en fait. Comme quand on prend notre voiture et puis qu'on part, on n'est pas conscient de passer, qu'on passe à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, ça se fait automatiquement. Et bien là, c'est la même chose. Ça nécessite, je dirais, une pratique régulière qui fait que, eh bien, on va commencer à avoir cette maîtrise de se laisser traverser, effectivement, parce que l'autre nous envoie, bien sûr, ou tout simplement, off, ce que tu envoies là, ça pénètre pas. Ouais, presque ça rebondit, quoi. Ça Ça rebondit. ricoche, tout à fait. Tout à fait. Et je dirais pas, il y a un système qui est mieux que l'autre. Moi, j'ai expérimenté les deux. Ça donne des sensations différentes dans le corps. C'est ça qui est intéressant à expérimenter. Et après, chacun choisit ce qu'il veut. Mais en tout cas, ça, c'est génial pour les personnes qui se disent éponges, qui sont, je dirais, hypersensibles et qui prennent dans leur corps, dans leur énergie, toute l'énergie environnante et qui, quelque part, se font polluer. Eh bien, quand elles vont développer cette capacité à revenir dans leur centre et à faire ça, donc ces deux options, elles seront, il y aura plus d'éponge, il y aura plus d'hypersensibilité. Et cette hypersensibilité qu'elles ont, elles vont pouvoir s'en servir pour quelque chose de constructif dans la relation et ne plus subir cette hypersensibilité. Parce que ce qui est gênant, c'est qu'en fait, elles subissent ceci. Et c'est pour ça que l'histoire du on-off, moi, c'est quelque chose que j'apprends aux personnes qui sont hypersensibles, hyper émotives, éponges, parce que du coup, là, elles arrivent à stopper cette capacité, je dirais, trop empathique qu'elles ont de ressentir les émotions des autres et de les prendre pour elles. Parce que c'est ça qui les préjudicie, en fait, qui est préjudiciable, pardon, c'est de prendre cette énergie pour soi et de se polluer avec cette énergie-là, en fait. Et ces personnes-là, elles ont du mal, c'est pour ça que j'ai les deux procédés, elles ont du mal à se laisser traverser, en fait, par ça. Pourquoi? Parce que c'est trop fort pour elles. Et quand on leur donne cette capacité à mettre un bouton on-off, elles arrivent beaucoup mieux à le gérer. Moi, je me suis aperçu de ça dans ma pratique. C'est pour ça que ce système-là, je le laisse en place, parce que pour les personnes hypersensibles, c'est génial. J'ai une autre question de Mélissa qui dit comment faire pour se détacher en cas de séparation et que les mémoires sensorielles corporelles liées à la personne sont actives? C'est un vaste programme, là. Hein. Alors, c'est la question 1 million. Dans la question, si je comprends bien, détacher voilà.
C'est un sujet épineux. Pourquoi? Parce que et Dieu sait que ça a fait, je dirais, le fer de lance de ma clientèle, ça. J'avais énormément de consultations dans ce sens-là, de personnes qui n'arrivaient pas à se détacher. Parce que dans cette relation, chacun avait laissé une partie de son pouvoir à l'autre. C'est comme si une partie d'elle-même était restée dans l'autre, de son pouvoir. Donc, du coup, sans l'autre, eh bien, quelque part, elles ne se sentent pas remplies de leur pouvoir. Elles se sentent incomplètes. Ça part sur la base du fait que déjà, ces personnes-là ne se sentaient pas complètes en elles. C'est comme si l'autre, par sa présence, était venu les compléter. Et quand l'autre vient nous compléter, ben, qui s'en va, ben, on se sent perdu. C'est comme s'il nous arrachait une partie de nous. Et d'ailleurs, c'est des personnes qui me disaient ça, mais j'ai l'impression que l'autre est parti avec une partie de moi, en fait. Et je me sens perdu, je me sens complète, je me sens meurtri. Donc, il faut travailler sur ce sentiment d'unité, sur le retour à soi, sur la capacité à s'aimer soi-même, grand terme, bien sûr. C'est-à-dire que l'autre, dans le couple, doit venir partager l'amour qu'il a pour lui avec moi et l'amour qu'il peut avoir pour moi. Mais cette notion-là qui est relevée par cette question montre une dépendance affective. Cette dépendance affective, Oui, c'est ce que j'allais dire. Elle peut venir d'où? Elle peut venir, bien entendu, je dirais, du giron parental, d'accord, de ce qu'on a vécu dans le ventre de la mère, ce qu'on a vécu dans son enfance. Mais souvent, je me suis aperçu, moi, qu'il y avait des liens de vie passée. Et ces liens de vie passée, waouh, il n'était pas évident à couper. Pourquoi? Parce que quand je parle de dépendance affective, il y a deux cas. Il y a la personne qui est toujours dépendante affective et qui va tisser avec l'autre des liens de dépendance, mais je dirais avec chaque partenaire. Et il y a des personnes qui n'ont jamais été dans une dépendance affective, mais qui vivent et vibrent une certaine histoire avec quelqu'un et qui, là, c'est plus fort qu'elles. Il y a quelque chose qu'elles n'arrivent pas à expliquer. Et souvent, là, on est en présence de liens de vie passée, ce qu'on appelle des liens karmiques. Et je dirais le mode opératoire n'est pas du tout le même. Parce que quand il y a des liens karmiques, eh bien, c'est, je dirais, un peu plus complexe à gérer. Néanmoins, la clé, eh bien, c'est toujours celle-là. C'est une reconstruction autour de son être. C'est-à-dire qu'il faut aller traiter effectivement les blessures d'abandon, les blessures de rejet, qui font que souvent, on ne tombe pas amoureux de la personne, mais on tombe amoureux de ce que la personne vient faire vibrer en nous. Et de ce fait, quand l'autre s'en va, c'est comme si on n'arrivait plus à se connecter à cette partie de nous-mêmes qui vibrait quand l'autre était là, en fait. Donc c'est assez complexe de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que on ne peut pas faire de généralité. Ça dépend. Ça dépend vraiment des personnes. Et je dirais, une personne qui a toujours été dans la dépendance affective, avec tous ses partenaires, ça ne va pas être la même chose qu'une personne qui l'a jamais été, qui, à un moment donné, avec ce partenaire ou cette partenaire, rentre dans cette dépendance-là. Moi, je sais pour ma part que j'étais dépendant affectif. Donc, il a fallu que j'apprivoise ce sentiment d'abandon, que je comprenne d'où il venait, que je chemine vers moi pour faire vibrer moi-même ces parties de moi que je cherchais à faire vibrer avec la compagnie de quelqu'un. Ce qui fait que quand on arrive à faire vibrer ces parties de nous-mêmes, eh bien, on va pouvoir partager ça, en fait. Et on n'est pas dans l'indépendance affective. On n'est pas dans cette notion d'attachement à tout prix avec la peur que l'autre nous laisse, bien entendu. Alors, comment faire partir ces sensations corporelles? C'est ça, si je comprends bien, qui restent Oui, là. Hein? ouais, c'est ça. Il y a un lien, Hein, c'est ça. des mémoires sensorielles corporelles liées à la personne qui sont Et encore oui. Et oui, c'est le corps, effectivement, qui vibre le manque. Qui vibre le manque. Donc, c'est se dire, ben voilà, l'autre n'est plus là. Comment je peux arriver à continuer à faire vibrer ça, à prendre un substitut? Et ce substitut, en fait, c'est quoi? Ça va être de s'occuper de soi. Ça va souvent passer
par une phase, je dirais, de solitude. Parce que si on ouvre la porte directement à quelqu'un d'autre, eh bien, on ne va pas se guérir de ça. On va faire le transfert sur l'autre personne. Et ça va passer par un moment de solitude qui est jamais facile. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur de la solitude qui vient là. Il y a la peur de ne pas rencontrer à nouveau une personne, la peur de rester seul. Mais ce temps-là va être nécessaire pour aller s'occuper de soi, pour aller faire des activités qui vont nous remplir et non pas chercher toujours à se remplir avec l'autre. Dans de nombreux cas, il est nécessaire de se faire aider parce que c'est pas évident de cheminer seul, même si le thérapeute ne fera pas le boulot qui est inhérent à la personne. Il n'empêche qu'il y a besoin souvent dans ces cas-là de se faire accompagner. Moi, pour cet abandon, je faisais des choses. Je méditais, je faisais des programmes, je faisais plein de choses, mais je me suis fait accompagner parce qu'il y avait des facettes de cette blessure que je ne voyais pas moi-même. Et on a besoin d'une personne neutre et d'un référent extérieur pour nous pointer cette facette-là de façon à se faire accompagner. Donc, moi, je dis toujours à une personne, quand la douleur est trop forte, d'accord, quand vous avez un lumbago, que vous avez une douleur trop forte, il faut couper la douleur. Pourquoi? Parce que la douleur fait que vous vous contractez d'autant plus, le lumbago va durer. Eh bien, quand la douleur émotionnelle est trop forte, il ne faut pas hésiter à aller voir quelqu'un, un thérapeute, qui va vous aider à soulager par des techniques cette douleur émotionnelle, parce qu'il faut arriver effectivement à diminuer ce manque dans le corps, parce que tant que dans le corps, le manque reste, au niveau de l'émotionnel, ça va être difficile de le faire partir. Okay. En tout cas, vaste sujet, la dépendance affective. Eh oui. C'est clair. Il y a une autre question d'Aurélia. Comment faire pour en finir avec tes liens de vie passés? Tu en parlais avant. Pareil, j'imagine que c'est une question super large et là. Il faudrait un thème pour chaque question, en fait. Il faudrait une un live conférence pour chaque question. Ouais, tout à fait. Et c'est des questions qui me passionnent, donc je suis intéressable. Je vous invite vraiment à aller voir mes vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est des choses dont je parle, de la dépendance affective, les liens de vie passés, puisque j'ai passé toute ma carrière, moi, à travailler là-dessus. Ce qui m'a beaucoup aidé dans ces liens de vie passés, c'est l'hypnose spirituelle, vraiment, déjà. Mais au-delà de ça, c'est faire aussi des actes symboliques. Donc il y a un acte symbolique très fort que j'aime conseiller, et je veux l'indiquer là. Et ça ne mange pas de peine de le faire. Je ne dis pas que ça résout tous les problèmes de liens de vie passés, c'est pas vrai, mais ça en a résolu pas mal. Donc là, c'est pareil, ça peut rentrer aussi en réponse à la question précédente. C'est de choisir un arbre dans votre jardin ou dans la forêt, de prendre sur une feuille de papier, vous mettez le nom de la personne, le prénom de la personne, d'accord? Vous pouvez même mettre une photo si vous en avez une, si ça vous aide. C'est pas indispensable, mais ça peut vous aider. Vous placardez donc la photo ou le nom de la personne, le prénom sur l'arbre, d'accord? Vous le scotchez, vous le punaisez. Vous prenez une ficelle. Voilà. Prenez une Kalachnikov et vous tirez dessus. Non, vous ferez mal à l'arbre. C'est pas sympa pour l'arbre. Non, sérieusement. Vous prenez une ficelle, d'accord? Vous la nouez autour de l'arbre. Vous la nouez autour de vous, autour de votre taille. Et vous pensez très fortement à ce lien de souffrance, pas le lien d'amour, parce qu'on peut garder de l'amour pour une personne, d'âme à âme, sans être dans la souffrance. C'est le lien de souffrance que vous allez couper, d'accord? Le manque, la colère, la vengeance, tous ces liens de souffrance qui sont là, vous allez les couper. Donc en conscientisant que vous mettez tous ces liens, donc que ce qui vous rattache à l'arbre, donc à la personne, c'est cette corde, ce sont ces liens, et vous décidez de couper ces liens. Vous décidez de couper ces liens et vous coupez donc la ficelle. Vous l'enlevez après votre taille, vous l'enlevez de l'arbre, vous remerciez l'arbre, d'accord? Et le papier, ensuite, vous le jetez. Et ça marche. Ça me fait penser un peu Ça me fait un peu penser à la méthode des bonhommes allumettes de Jacques Martel. C'est un peu le même principe. Voilà, je faisais pratiquer les bonhommes allumettes et je me suis aperçu que le faire en virtuel avec un arbre, dans la nature, ça marchait beaucoup mieux que les bonhommes allumettes. Donc je me suis très vite arrêté de faire les bonhommes allumettes et c'est quelque chose que je préconise donc pour les liens karmiques, ça marche très très bien. Ça suffit pas forcément, d'accord? Parce qu'il y a des liens karmiques qui sont waouh, voilà. Mais en tout cas,
c'est déjà une première approche. Donc, je vous invite vraiment à le faire, et même dans un lien de dépendance affective. Et on peut être amené à le faire plusieurs fois. J'ai même vu des personnes qui n'arrivaient pas à couper la ficelle, hein. Donc, qui quelque part n'étaient pas prêtes à couper encore le lien. Parce que peut-être qu'on n'est pas prêt. Et je me suis aperçu qu'en fait, sur le bonhomme allumette, tous les gens coupaient. Alors qu'ils n'étaient pas forcément prêts à couper. La ficelle avec l'arbre nous confronte beaucoup plus à notre capacité de dire est-ce que je suis prêt à couper ou est-ce que je ne suis pas prêt à couper. Et en fait, on peut savoir qu'on a envie, mais qu'on n'est pas prêt à couper. Pourquoi? Parce que couper le lien, c'est risquer de perdre définitivement la personne. Et les gens ont peur, en fait, de perdre le lien et souvent le souvenir de ça. Et souvent le souvenir. Donc, en fait, elle s'accroche à quelque chose dont elle voudrait se débarrasser. Et c'est ça qui est parce que ce que tu dis, c'est que finalement, la souffrance, finalement, dans certaines relations, c'est le seul lien qui nous reste avec la personne. Et au fond, il y a comme il y a de la dépendance, en tout cas, on n'a pas envie de se séparer de la personne. Et du coup, on confond la personne avec le lien néfaste ou toxique qui nous rassemble. Complètement. Combien, moi, j'ai vu de personnes qui avaient de la colère des années après envers un ex, parce que supprimer cette colère, c'était couper définitivement le lien avec cet ex. Ouais. Et dans la symbolique, elles n'avaient pas envie de le faire. Donc, essayez, si vous arrivez à couper la corde, eh bien, c'est déjà une bonne chose. J'ai même une personne, moi, qui voulait tellement pas couper la corde, elle n'avait pas entendu que c'était une ficelle, elle avait pris un câble en acier. Alors, j'ai dit, mais toi, tu n'avais vraiment pas envie de le couper, quoi. C'est clair. C'est fou ce que l'inconscient peut révéler comme ça. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à partager avant qu'on termine, pour pas que ce soit trop long, justement, toujours en lien avec ce thème d'augmenter son taux vibratoire en temps troublé, en tout cas ne pas le laisser descendre. En tout cas, moi, par rapport à ce que tu disais au début, ce que j'entends, pour boucler la boucle peut-être, c'est que en fait, comme tu disais, le taux vibratoire finalement ça veut rien dire et que en fait en tout cas ce que j'entends et ce qui me semble important finalement, c'est d'avoir un bon équilibre entre finalement nos différents corps physique, mental, émotionnel, spirituel, et que en fait c'est une harmonie à trouver, et qu'on peut avoir un super taux vibratoire physique, mais un taux très bas spirituel. À l'inverse, il y a des gens qui sont, allez, on va le dire, hyper perchés et qu'ils sont pas du tout ancrés dans leur corps et donc qui ont un niveau, qui ont une santé déplorable, un niveau vibratoire physique pourri. Tout à fait. Et donc, émotionnellement, il y a beaucoup de gens qui sont spirituels, et ça, c'est François Breton aussi qui en parle très bien. Beaucoup de gens qui sont très spirituels, mais qui n'ont pas fait de développement personnel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas travaillé sur leurs blessures et qui n'ont pas travaillé sur eux. Ça, c'est pas équilibré non plus. En fait, il manque une dimension. Et donc, en fait, tout ce que tu dis, c'est qu'il y a besoin d'équilibrer tous nos corps, en fait. Et c'est ça le taux vibratoire. Tout de corps, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes prennent la spiritualité comme une échappatoire, en fait. Et ça, c'est pas OK. C'est vraiment que je suis d'accord avec François Breton là-dessus. Parce que il faut pas confondre la spiritualité qui, en fait, est un travail de revenir à soi tout le temps, d'observation, du temps présent, avec le fait de vouloir vivre des expériences mystiques. C'est deux choses supplémentaires. Moi, j'ai vu tellement de personnes partir au Pérou, prendre l'ayahuasca, par exemple, en disant qu'elles voulaient faire des expériences spirituelles. Mais ce n'est pas des expériences spirituelles. C'est des expériences mystiques. C'est deux choses différentes. D'accord? Donc, il faut se méfier de ça. La spiritualité, pour moi, c'est quelque chose de très incarné. C'est dans le corps, ça se passe ici, maintenant, dans tous les aspects de notre vie, dans tous les gens qui nous entourent, dans le professionnel, dans l'amical, dans l'affectif. C'est pas passer des heures en méditation, la spiritualité. Je dis pas qu'il faut pas méditer, d'accord? Parce que c'est une approche qui permet d'y aller, mais elle n'est pas forcément nécessaire. Et donc, comment entretenir notre taux vibratoire, notre niveau vibratoire, notre fréquence en étant troublé? C'est déjà effectivement par l'alimentation. Pourquoi? Parce que quand on est stressé, qu'est-ce qu'on fait? On va se jeter sur le sucre. On va se jeter sur les aliments raffinés. Et donc ça, au niveau du corps, ça c'est préjudiciable, bien entendu, d'accord?
c'est donc prendre soin de son alimentation en premier lieu, sans tomber dans le dogme, sans tomber dans il faut tout manger cru, etc. Non. Quelle est l'alimentation qui te convient en fait? Ça, c'est une connaissance du corps. Moi, je sais que dans mon école, tout sauf le dogme. C'est tellement facile de tomber dans le dogme, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, parce qu'on a tous des besoins différents. Et ce qui convient à Pierre ne convient pas à Paul et ne convient pas à Jacques. Donc, je me suis aperçu, par exemple, que des personnes prenaient de la spiruline, ça leur convenait pas du tout. C'était pas du tout ce qui était bon pour leur corps, par exemple. Alors que sur le papier, la spiruline, c'est génial. Et pour d'autres personnes, ça va être génial. Donc, c'est déjà la connaissance de soi et de son corps. Ensuite, c'est au niveau de ses émotions. Ok, cette situation, qu'est-ce qu'elle me renvoie en ce moment? Est-ce que j'ai de la peur? Est-ce que ça me met dans l'insécurité? Est-ce que j'ai peur de perdre mon boulot? Est-ce que je vois mes clients, j'en ai de moins en moins? Ok. Par rapport à ça, donc c'est commencer à accueillir ces émotions-là, à se dire, ok, je ne vais pas les rejeter, je les accueille. Qu'est-ce qu'elles me renseignent sur moi? Elles viennent me renseigner qu'en fait, j'ai une perception erronée. Si j'ai peur, c'est que je vois uniquement le côté négatif d'une chose. Je ne vois pas le côté facteur de croissance. Parce qu'en fait, dans la nature, tout est équilibré. Il n'y a rien de tout négatif, il n'y a rien de tout positif. Quelque chose qui nous paraît positif a aussi ses inconvénients. C'est-à-dire, par exemple, j'attends impatiemment un enfant, c'est génial, je vois ça que du positif. Ben, les inconvénients, ton enfant ne va pas dormir la nuit, il va faire ça, etc., etc. Mais tu es prêt à accueillir ces inconvénients, d'accord? Et tu les vois même plus comme un inconvénient. Le problème, c'est que dans les situations qui viennent nous chercher, on voit que les inconvénients, mais on ne voit pas le facteur de croissance. Et une peur, elle vient nous chercher dans le fait de nous dire, j'ai une perception erronée, là, ici et maintenant, de la situation. J'ai peur du virus. Ok, qu'est-ce qu'elle te dit, cette peur? Elle vient te chercher dans quoi? Tu as peur d'être contaminé, tu as peur de mourir. D'accord? Mais cette peur de mourir, ben, il faut la travailler. Pourquoi? Parce que la peur de mourir, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous empêche de vivre. Mais l'équilibre dans la vie, c'est aussi l'idée de la mort. On ne peut pas extraire l'idée de la mort dans la vie. Et en fait, quand on se met en paix avec l'idée de mourir, la peur du virus, on l'a plus. On ne se pose même plus la question. Pourquoi? Parce qu'on conscientise que, et on intègre, plus que de conscientiser, on intègre dans le corps que la mort fait partie de la vie, qu'à un moment donné, ben, on partira tous, de toute façon. Et si c'est pas par le virus, c'est par une maladie, c'est par un accident de voiture, c'est par la vieillesse, c'est par n'importe quoi. Mais à un moment donné, on part tous. D'accord? Donc c'est mettre déjà en paix ça. Ensuite, c'est au niveau mental, donc faire le clair et de se dire, voilà, il y a cette situation où je me sens privé de liberté, où je vois que je ne peux plus travailler, etc., etc. Où est ma zone de pouvoir? Ça ne sert à rien de se fixer sur la zone où on n'a plus de pouvoir, où on n'a pas d'emprise. On n'a pas d'emprise sur quoi par rapport à ça? Ben, sur la décision du gouvernement, sur le fait de porter le masque ou pas dans les transports en commun. Vous êtes obligé de le porter, d'accord? Parce que si ce n'est pas un contrôleur qui vient vous dire, c'est quelqu'un qui va vous dire, oui, vous ne veillez pas sur les autres, vous êtes inconscient, etc., etc. Vous avez aussi le choix de ne pas prendre les transports en commun avec le masque. Mais là, vous faites le jeu de qui? C'est ça qu'il faut se demander. Je fais le jeu de qui quand je ne prends pas les transports en commun, alors que j'ai besoin d'aller, par exemple, à la journée des guerriers pacifiques, par exemple. D'accord? Par exemple. Donc, par exemple. Donc, c'est se dire, moi, je me dis toujours dans toutes les situations, d'accord, qui m'arrivent, dans quelle zone j'ai encore du pouvoir. Et en fait, on a toujours du pouvoir dans le fait de revenir en son centre, d'apprendre à gérer ses émotions et à prendre du recul par rapport aux situations et à voir quel est l'avantage de telle situation. Moi, ce confinement, c'est vrai que ça m'a fait annuler plein de stages, voilà, ça a chamboulé plein de trucs. J'avais des formations, il a fallu que je les déplace. Il y a des gens qui ont voulu être remboursés, voilà. Bon, ok, il y a tout ça. Je ne me suis pas focalisé là-dessus. Je me suis focalisé sur cette période-là, puisque tout est équilibre. Elle t'enseigne quoi? Qu'est-ce que tu voulais faire depuis longtemps? Waouh, je veux faire un programme à distance. Ben, c'est le moment. Vas-y, lance-toi, fais-le. Et donc là, je me suis focalisé sur ma zone de pouvoir. Et pendant ce confinement, j'ai fait un programme à distance. Je me suis concentré là-dessus. Je ne me suis pas concentré sur les clients que je perdais dans ma formation, ou sur tous les élèves que je perdais dans ma formation. Je me suis concentré sur ma zone de pouvoir. Et on a toujours une zone de pouvoir dans toute situation qui vient nous chercher. Et quand on se concentre sur sa zone de pouvoir et non pas sur sa zone d'impuissance, eh bien là, on élève notre fréquence vibratoire. Et en dernier lieu,
la gratitude. La gratitude de ce qu'on vit au jour présent, d'accord, et de toutes les personnes qui vivent des choses, je dirais, bien plus dures que nous. Et là, moi, j'ai une élève qui a un cancer des deux seins, qui a subi chimio, qui va subir une intervention. Durant tout le confinement, j'ai pensé à elle, pas dans le souci, en lui envoyant dans la lumière, en lui envoyant une pensée positive, vraiment en me plaçant dans mon centre et en pensant à elle, dans la joie, etc. Mais voilà, en me disant, mais waouh, 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 merci la vie, quoi. Merci la vie. Parce qu'il y a des gens qui vivent des choses, mais tellement plus graves et tellement plus lourdes que ce qu'on vit. C'est notre capacité, et notre zone de pouvoir est toujours là, c'est dans la capacité à diriger son regard vers ce qui nous fait grandir, et non pas vers ce qui va nous faire descendre. Et tout ce qui est critique, jugement, parler tout le temps de ce qui est négatif, c'est pareil, moi depuis longtemps j'ai appris à me dire, est-ce que cette conversation que j'ai là, elle m'est utile? Si elle ne m'est pas utile, je ne fuis pas. Je ne vais pas fuir les personnes en disant, ce que vous racontez, ça ne m'intéresse pas, quoi. Je vais chercher dans ce qu'ils racontent, est-ce que moi je ne peux pas choper quelque chose qui va faire qu'on va avoir un centre d'un commun et avoir une discussion qui peut être intéressante. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui vient me parler de ses douleurs, de tout ce qui ne va pas chez elle, à un moment donné, je vais lui dire, c'est quoi ton rêve? C'est quoi ton rêve? Et là, je la fais basculer dans sa zone de pouvoir et non pas dans sa zone d'impuissance. On a toujours moyen de basculer, en fait, de switcher la personne, mais comme nous, on doit switcher, on doit d'abord le faire pour nous. Et là, on va élever notre fréquence vibratoire. Et sans occulter aussi, c'est hyper important ce que tu dis et je te rejoins. Et j'ai envie aussi de préciser, sans occulter aussi les difficultés ou sans occulter aussi ce qui est parfois est difficile ou je veux dire l'autre facette de la médaille. Parce qu'il y a des gens qui sont qui peuvent aussi tomber dans l'autre extrême de l'ultra-positivisme, mais finalement qui sont un peu dans le déni aussi, qui sont un peu dans le déni. Et en fait, l'idée, c'est de voir les deux facettes, mais après de choisir laquelle on nourrit finalement. Tout à fait. De toute façon, les extrêmes, sont jamais bons. Et je dirais l'hypernégativisme comme l'hyperpositivisme, c'est OK. C'est-à-dire, dans ta vie, il y a tout qui va mal, mais non, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et puis, à l'intérieur, le sentiment, il n'est pas du tout le même. Et pour le change. Donc, c'est important de voir effectivement toujours les deux plateaux de la balance et de se dire, OK, il y a les deux plateaux, lequel je choisis. Mais pas dire, non, il n'y a que du positif dans ce plateau, il n'y a que du négatif, parce que ça ne marche pas. Donc, c'est vrai que je ne prône absolument pas l'hyperpositivisme, parce que ce n'est pas quelque chose de constructif. Être dans le déni d'une situation, c'est pas constructif. Pourquoi? Parce que c'est important aussi de voir la difficulté, parce que la difficulté, eh bien, on peut la transformer en opportunité, en défi, en challenge. Que si on a le déni de la difficulté, on ne transforme pas en challenge. C'est Donc, ça. je te rejoins là-dessus, effectivement. Écoute, merci beaucoup Yannick. Est-ce que tu as envie de dire un dernier mot, un truc qui est important pour toi, voilà, que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent? Ouais, puisqu'on a pris ce thème de l'élévation vibratoire dans cette zone troublée, moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est tous les gens qui sont prêts à se battre sur les réseaux pour le masque, pas pour le masque, etc., etc. Alors, je dis pas qu'il faut pas avoir ses idées, d'accord? Mais chacun a ses idées, et même si les idées sont pas les mêmes, moi, dans mon séminaire, j'ai dit, les gens qui veulent garder le masque, gardent le masque. Les gens qui veulent pas le garder, le gardent pas. Et c'est OK. Et chacun prend sa responsabilité. Et ne pas accuser l'autre parce qu'il n'a pas le masque, et accuser l'autre de froussard ou de mouton parce qu'il le porte, c'est revenir à soi et se dire, il y a des gens qui portent le masque parce qu'ils ont peur, parce qu'ils prennent les précautions, etc. Et c'est OK, parce que moi aussi j'ai des peurs. Moi aussi j'ai des peurs. Elles se matérialisent pas forcément au niveau du masque, mais elles y sont dans tous les cas, d'accord? Et toujours revenir au fait de, waouh, qu'est-ce qui est important pour moi là en ce moment? Est-ce que c'est vraiment le masque? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que j'ai pas des choses qui sont plus importantes, des projets qui me tiennent plus à cœur que de toujours critiquer, de toujours juger, de toujours rentrer en rébellion, en résistance contre les choses et de rester focus sur ce qui est important pour nous. Voilà,
C'est ce que je voulais dire. Eh ben, merci pour ce beau message d'amour inconditionnel. Parce que c'est vraiment ça, c'est en fait, c'est embrasser tout ce qui est. Donc, ça veut dire, et c'est le plus dur. Et personnellement, je suis aussi challengée dessus, hein, d'embrasser, d'accueillir un point de vue qui est différent du mien. Et donc, merci pour le rappel, parce qu'au quotidien, c'est vrai que c'est challengeant, parce que forcément, toi, moi, tout le monde, chacun a son opinion, et pour reprendre Bien le sûr. sujet d'actualité, on a chacun, voilà, notre opinion dessus, et le plus difficile, c'est d'aller, comme on dit en communication non violente, d'aller sur la colline de l'autre et comprendre qu'en fait, de comprendre ses peurs, ses besoins, et qu'est-ce qui vient nourrir en fait quand qu'il porte le masque ou qu'il décide de pas le mettre. Finalement, en se mettant un peu à la place de l'autre, ça nous permet de développer de l'empathie, de la compassion aussi. Et en fait, c'est ça, je pense, le grand défi aujourd'hui, c'est développer l'empathie plutôt que le jugement. Et ça, c'est clair que c'est un gros défi. C'est un gros défi. Ouais. De comprendre qu'effectivement, on a tous des perceptions différentes. Et moi, je l'ai vécu dans ma famille, ça, hein, en disant, OK, tu as peur de ça, et c'est OK, je ne cherche pas à convaincre l'autre, et je ne vais pas rentrer en confrontation, c'est OK pour toi, c'est OK pour moi. Et là, waouh, qu'est-ce qu'on est mieux. Qu'est-ce qu'on est mieux. Donc, il faut tenir bon, tout se résout, tout passe. Et venez tous le 28 novembre à Paris, justement. Tout à fait. Parce que du coup, Yannick ne portera pas le masque, donc vous pourrez lui faire un câlin. Complètement. Free hug à volonté avec Yannick. Complètement. Moi, je choisis de croire en mon immunité, et je choisis de croire en moi, en ma fréquence. Donc, mais c'est ma croyance, c'est voilà. Donc, pour moi, nos soucis, sans problème. On pourra venir me parler sans aucun problème. Voilà, pour moi aussi. Donc, on sera au moins 2, voire à mon avis, je peux aussi m'avancer pour Pierre et pour Jason et pour Virginie aussi. Je pense qu'on sera plus de la moitié en tout cas, à être à l'aise. Moi, j'aurais aucun souci à vous prendre dans les bras, vous faire des hugs, de la bise, voilà. Donc, sauf si, voilà, mais en tout cas, j'ai aucun souci avec ça. Donc, en tout cas, on espère. En tout cas, si vous voulez rencontrer Yannick en vrai, voilà, eh bien, vous rendez-vous à Paris le 28 novembre. Yannick, merci beaucoup pour ton temps qui est précieux. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. À très bientôt. Ouais, à très bientôt. Bye bye, ciao. Et merci à vous pour votre présence, vos réactions et vos partages. Merci à vous. Ciao. On va faire du bruit le 28.